Nous arrivons enfin à Brest. C'est le terminus, le bout de la terre. Elle est là avec ce brouillard sinistre qui tombe en crachant. Ces visages inconnus qui regardent descendre les rares voyageurs. La sirène lointaine d'un bateau et un café lugubre en face où, Seigneur, je n'aurai aucune sympathie. Je suis arrivé à la trappe de la Bretagne. Je sors de là et remonte des rues noires, en pataugeant, cherchant, comme tout Américain en difficulté, jeune ou vieux, la rue principale. Je la reconnais instantanément. C'est la rue de Siam. Ainsi appelée en l'honneur du roi de Siam quand il est venu dans cette ville. Une visite ennuyeuse et sinistre certainement, elle aussi. C'est ainsi que Jack Kerouac débarquait à Brest en 1965. L'auteur américain s'était lancé à la recherche de ses origines bretonnes. Pour une brève escale ou pour un long séjour, de nombreux auteurs ont atterri ici et ont écrit sur Brest. Évidemment, tous ces récits entremêlés m'invitent à une sorte de vagabondage littéraire. On a coutume de dire qu'après Brest, la ville suivante, c'est New York. Et je pense qu'il y a cette situation géographique très particulière qui fait que c'est une ville déjà qui fascine. Il y a beaucoup de grands écrivains qui sont venus à Brest. Flaubert est passé à Brest, a écrit sur Brest. Son frère, il a écrit sur Brest. Bon, il a écrit juste quelques pages sur Brest. Mais c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La première phrase de son texte, il dit Brest est détruite et il n'en reste plus rien. Mais il raconte le Brest d'avant. Il raconte le Brest de la marine, le Brest... Alors, il y a un élément qui reste quand même, c'est le vent. Brest, c'est une ville où il y a énormément de vent. Encore plus, je pense, depuis la reconstruction, parce qu'il y a beaucoup de rues qui sont construites face au vent. Et ce vent-là, on le retrouve dans beaucoup de textes, finalement. Pour moi, Brest est une séquence essentiellement féminine. Cela commence par la Belle Poule, cette nef royale de haut bord et à 3 ponts, galbée, stylisée, pleine de voussures et de dorures, pompeuse de la pomme du grand mât à la quille, et qui livra sous Louis XVI un si galant combat aux Anglais, et qui explosa en rade de Brest, le feu à la Sainte-Barbe, ses batteries tirant à boulet rouge, toute voile dehors, la fleur de lys, la banderole, la flamme au vent. Cela se continue par la rue de Siam, un jour de nos rois, quand les brise-bises et les stores des cafés, les jupes blanches, les dessous transparents, les plumes des grands chapeaux des petites amies des officiers de marine, le drapeau de la préfecture maritime claque au vent et que les femmes du peuple tiennent leur coiffe à 2 mains dans une grande envolée de robes noires et de fichus. Le décor de cette ville la plus à l'ouest du continent a donc nourri l'imaginaire de beaucoup d'écrivains. Mais aujourd'hui, Brest ne ressemble plus trop à celle décrite par Blaise Cendrars. L'histoire l'a profondément modifiée. Un élément reste immuable, la rade, cet extraordinaire plan d'eau sans qui la ville de Brest n'existerait sans doute pas. Alors nous approchons à présent sur notre avant du bout de Brest, par la seule communication entre la rade et l'océan aussi qui porte annonce à la mer d'Iroise. Ce morceau d'océan situé donc à la pointe Finistère, compris entre l'entrée de la Manche et le golfe de Gascogne, si vous préférez entre l'île d'Ouessant et l'île de Saint. Et cette mer d'Iroise qui est d'ailleurs considérée comme étant l'une des mers les plus dangereuses de toute cette façade atlantique occidentale, dangereuse par rapport à ses forts courants et ses nombreux récifs. D'ailleurs le mot Iroise est un mot celte qui signifie 2 choses, la dangerosité et l'étroitesse.
quand on est d'ici, quand on est de Brest ou du coin, on est obligé de l'aimer. Ça change, c'est jamais le même paysage tous les jours. Ça change tout le temps. Et puis c'est un plan d'eau exceptionnel. Puis on a la chance avec Brest de voir des bateaux aussi assez extraordinaires passer ici en escale ou autre. Ça va du sous-marin nucléaire au grand voilier de course qu'on peut croiser ici. Là, entre les deux, on va avoir des bateaux militaires, français, nationaux, étrangers, des bateaux de commerce de toutes sortes qui viennent en réparation navale ou qui viennent aussi charger et décharger. Et puis de la belle voile, de la belle plaisance qui passe aussi. Donc on aura toujours quelque chose à voir, ça c'est sûr. Quand on arrive à Brest, ce qu'on voit, c'est la ville, un peu blanche, en arrière-fond du port, un peu lumineuse aussi, mais plate, cubique et aplatie, tranchée comme une pyramide aztèque par un coup de feu horizontal. Voilà la ville qu'on dit, avec quelques autres, la plus affreuse de France, à cause de cette reconstruction malhabile qui fait des courants d'air dans les rues, à cause d'une vocation balnéaire ratée, complètement ratée même, puisque la seule plage de la ville au fond de la rade se trouve là, abandonnée en contrebas de la 4 voies, tumultueuse qui désengorge la ville. À cause de la pluie souvent, de la pluie persistante que ne savent compenser les grandes lumières du ciel, de sorte que Brest ressemble au cerveau d'un marin, détaché du monde comme une presqu'île. Brest serait grise à terre. Une cité austère, dit-on parfois. Alors les Brestois me suggèrent de faire comme eux, porter le regard vers le large, pour apprécier la vue entre deux immeubles ou au détour d'une ruelle. Réinventé sous Vauban, rénové sous Napoléon III, Brest est ancré à son port depuis 4 siècles. C'est lui qui fait et défait la ville. Le paradoxe d'un port et le paradoxe de Brest, c'est que c'est aussi une porte d'entrée. Donc porte d'entrée des idées, des hommes, des espèces végétales à différentes époques, des épidémies parfois. Donc c'est par nature un lieu ouvert sur le monde. Et Brest a aussi ceci de particulier de par sa situation géographique qu'on n'y passe pas, on y vient. Lorsqu'on n'est pas ingénieur, constructeur ou forgeron, Brest ne vous amuse pas considérablement. Le port est beau, j'en conviens. Magnifique, c'est possible. Gigantesque, si vous y tenez. Ça impose, comme on dit. Et ça donne l'idée d'une grande nation. Mais toutes ces piles de canons, de boulets, d'encre, le prolongement indéfini de ces quais qui contiennent une mer sans mouvement et sans accident, une mer assujettie qui semble aux galères, et ces grands ateliers droits où grincent les machines, le bruit continuel des chaînes de forçats qui passent en rang et travaillent en silence, tout ce mécanisme sombre, impitoyable, forcé, cet entassement de défiance organisée, bien vite vous encombre l'âme d'ennui et vous lasse la vue. C'est une ville dure par l'activité de l'Arsenal, les travaux auxquels se livrent les bagnards, mais également les hommes, les femmes et les enfants. La journée de travail est longue. La ville, dans les quartiers populaires, ouvriers, jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, est insalubre pour certains quartiers. Un certain nombre de maladies qu'on voit encore présentes à Brest alors qu'elles ont disparu dans d'autres régions françaises. Donc Brest était une ville dure pour ces ouvriers de l'Arsenal. On parle souvent de Brest comme une ville palimpseste qui effectivement se reconstruit sans cesse. Alors il y a ce moment fort et dramatique de la Seconde Guerre mondiale où on a détruit quasi totalement la ville. Mais on s'aperçoit que les Brestois, du fait de la disparition de cette ville ancienne, s'interrogent beaucoup sur ce qu'a pu être la ville passée, ce qu'il en reste. Et en fait, à Brest, vous avez finalement une épaisseur particulière entre la ville d'aujourd'hui, on va dire, que l'on fréquente au quotidien, et une ville disparue, passée, qui est parfois enfouie dans certaines parties de la ville et qui du coup interroge et semble mystérieuse à beaucoup de Brestois ou de néo-Brestois.
Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas, cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh Barbara, quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenue maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Le poème de Prévert, ça ne correspond plus à Brest aujourd'hui. Mais par contre, ça a vraiment correspondu exactement à l'atmosphère de Brest, de la destruction, on va dire, à la fin des années 80, au tout début des années 90. C'est une ville qui soit a été détruite et donc enfouie, avec une nostalgie terrible de la ville d'avant, ce qu'on a perdu brutalement. Il faut imaginer que les Brestois sont partis, ont quitté la ville juste avant le siège pour la plupart d'entre eux. Ils sont revenus un mois et demi plus tard, il n'y avait plus rien. Il y avait 4500 immeubles à Brest, il en restait 11 debout. La reconstruction s'est affichée comme une cicatrice pendant des années. Et longtemps, la population a porté la douleur du souvenir. Si du Brest d'antan, il ne reste quasiment que la rue de Saint-Malo, l'âme de la cité du Ponant n'a pourtant pas disparu sous les décombres. C'est difficile d'aimer quelque chose qui est moche à la base, soi-disant en tout cas. Et Brest était considéré comme une ville moche. Il fallait faire un effort pour voir derrière les murs, voir sous la terre, etc., pour l'aimer, comprendre ses habitants surtout, parce qu'au final, la porte d'entrée, c'est quand même avant tout ses habitants, finalement, quel que soit le lieu. Il y a une personnalité ici, qui est propre sans doute au fait qu'on est au bout du monde, loin de tout. Si on ne faisait pas quelque chose pour Brest, personne ne venait le faire à notre place, contrairement à plein d'autres grandes villes de métropole. Là où ça a culminé, c'est vraiment les années 70-80, c'est mon enfance et l'enfance de toute ma génération, un petit peu avant, un petit peu après, celle de Christophe Miossec par exemple, qui traduit ça aussi parfaitement bien dans ses chansons, un mélange de sinistrose, de mélancolie, de nostalgie, mais qui finalement, dont on a fait finalement une espèce de force inspiratrice, ça c'est sûr, et quelque part une volonté de dépasser ça. On a été finalement épargné par toutes les constructions, tout le fric et la frime propre un peu aux années 80, ce qui fait que Brest est restée une ville préservée. Et aujourd'hui, finalement, c'est un atout. Elle n'est pas bétonnée, les côtes autour sont magnifiques, etc. Et tout ça. Et à partir de là, petit à petit, la ville est remontée, tant économiquement, artistiquement, architecturalement aussi. Ce qui finalement était moche est en train de devenir de l'histoire aussi. Donc c'est quand même un pan d'histoire architecturale, Brest, et de la reconstruction, comme Le Havre. Et donc aujourd'hui, le poème de Prévert est vraiment un objet historique. Voilà, mais pendant longtemps, c'était un objet contemporain. Oui. Blanche, grise ou verte, selon le point de vue, Brest est multiple. Et si la mémoire des murs se fait discrète, il existe en revanche une incroyable mémoire végétale. Pendant des siècles, Brest a été le point de départ de nombreux navigateurs. Accompagnés de botanistes, cartographes ou hydrographes, ils sont partis découvrir des terres lointaines et ont rapporté toutes ces plantes inconnues à l'époque. Que voir ensuite à Brest? Et qu'y a-t-il? Des maisons fort bêtes, un théâtre où l'on ne joue pas, et si l'on jouait, des églises déplorables, une place d'armes carrée, puis une promenade fort belle, il est vrai, ayant vue sur la mer et plantée de grands arbres, où se réunit le soir la bonne société de l'endroit. De l'autre côté du port se trouve l'ancien quartier de recouvrance.
on gravit une grande rue droite dont le milieu est occupé par une file d'échoppes de brocanteurs et de marchands de ferraille. Et l'on arrive enfin sur l'esplanade des derniers remparts. Ce jour-là, le ciel était sans nuages, tout bleu, la mer aussi. Toute cité portuaire traîne son mythe de ville de perdition, avec ses filles à matelot, ses quartiers chauds, ses nuits d'ivresse et ses ruelles coupe-gorge. Bien sûr, cela existait, mais c'était il y a très longtemps. C'était du temps de la marine en bois et de la splendeur de la Royale. Le quartier de recouvrance d'aujourd'hui ne ressemble guère à ce que j'ai pu en lire. La première ouverture du magasin, elle date de 1938. Après, il y a eu la guerre, évidemment. Puis ça a repris et moi, je suis la 4e génération. Avant, il y en avait beaucoup. À l'époque de ma grand-mère, par exemple, il y avait à peu près 14 magasins comme le nôtre qui faisaient le même travail. C'est du travail de galonnage, essentiellement, et de confection de poses de médailles et de barrettes. Les matelots apportaient dans ces rues une certaine note étonnante de gaieté et de jeunesse, avec leurs figures et leurs chansons, avec leurs grands cols clairs et leurs pompons rouges tranchant sur le bleu marine de leur habillement. Ils allaient et venaient d'un cabaret à l'autre, poussant le monde, disant des choses qui n'avaient pas de sens et qui les faisaient rire. Ou bien ils s'arrêtaient sous les gouttières, aux étalages de toutes les boutiques où l'on vendait des choses à leurs usages. Des mouchoirs rouges au milieu desquels étaient imprimés des beaux navires qui s'appelaient la Bretagne, la Triomphante ou la Dévastation. Des rubans pour leurs bonnets avec de belles inscriptions d'or, de petits ouvrages encore de très compliqués destinés à fermer sûrement ces sacs de toile qu'ils ont à bord pour serrer leurs trousseaux. D'élégants amarrages en ficelles tressées pour suspendre au cou des gabiers leurs grands couteaux. La marine a complètement changé sur Brest. On ne voit plus nos petits pompons rouges, tous nos marins habillés dans la rue de Siam ou dans Recouvrance, comme à la belle époque, où il y avait plein de monde dans le quartier, surtout d'ailleurs à Recouvrance, avec toute l'activité que ça engendrait, les commerces, les bars de nuit, les restaurants. Il y avait énormément de vie à l'époque sur Recouvrance. Ça a beaucoup changé, oui. Au port militaire, les navires sont moins nombreux et les sous-marins sont tenus à l'écart. Aujourd'hui, la présence de la Marine nationale est devenue beaucoup plus discrète. Cathédrale industrielle pendant de nombreuses années, le plateau des Capucins, au lieu de la construction navale, est longtemps resté interdit aux Brestois.
Au plus fort de l'activité, 1800 tourneurs, fraiseurs, chaudronniers ou électriciens et plus de 200 machines-outils fournissaient les pièces des navires de l'Art royal. Aujourd'hui, l'ancien site de construction navale est devenu un élément phare du patrimoine local. Pour se construire une mémoire collective, la ville recycle des lieux de labeur en espaces de loisirs et de culture. Heureusement, les silhouettes du passé ne disparaissent pas totalement. Il reste l'ombre de Macorlan partout sur la ville, parce que même si la ville a été reconstruite, même si elle a changé, c'est toujours le principe du fantastique social de Macorlan, c'est-à-dire que cette ambiance, elle est toujours là quelque part. Elle est sourde de partout. Il en a tellement fait un décor idéal pour ses bouquins que je pense que, comme souvent les grands écrivains, il a laissé une empreinte indélébile dans l'inconscient collectif. Brest est une ville qui appartient au passé et que le passé reconquiert chaque jour, malgré les agrandissements futurs du commerce, malgré la venue prochaine du joyeux Tarin. Le passé pénètre par 1000 fissures dans les maisons de Brest, dans les rues, jusqu'au cœur sévère de la ville. C'était quelqu'un qui était intéressé par ces espèces d'atmosphères un peu entre chien et loup, avec un crachin, un cabaret perdu au fond d'une rue obscure, un marin, un coup de couteau, un réverbère. Enfin, vous voyez, c'était les ingrédients parfaits pour lui. Alors évidemment, Brest, enfin en tout cas le Brest de l'époque, c'était parfait. Cette cité, modifiée depuis longtemps pour les aises d'une marine et d'une armée puissante, montre maintenant, parmi les 1000 fenêtres de casernes vides, la mélancolique disparition de ces marins et de ces soldats de marine, avec leurs épaulettes jonquilles et leurs souvenirs tropicaux peints par Rousseau, le douanier. Il n'y a pas un siècle, ces messieurs du Grand Collège, les fagots de la Cadène de Pantin, abandonnèrent déjà la ville. La disparition de leurs têtes rasées, associées aux moustaches prestigieuses de la chiourme, laissa des filles sans joie, des cabarets sans clients et des oisifs sans spectacle. C'est un homme du 19e siècle qui avait connu la fin du romantisme et une certaine forme de littérature fantastique typique de la fin du 19e. Et en même temps, il avait connu la révolution industrielle et le fait que le monde avait changé. Et ce qui l'intéressait, c'était de retrouver dans le monde moderne, dans une ville telle que Brest, par exemple, dans ses ruelles, dans son arsenal, etc. Ce qui l'intéressait, c'était de retrouver du fantastique, retrouver des ambiances inquiétantes, quasi surnaturelles, qui tout d'un coup faisaient que le fantastique n'était pas mort avec la modernité et qu'il existait encore un peu du 19e siècle gothique, romantique, noir dans ce monde moderne, quoi. Brest, c'est une ville de terriens et de marins, un port marchand et un port de guerre, une vie civile et militaire, une ville dite française en territoire breton. À Brest, il y a deux rives et de multiples manières de pénétrer la vie qui s'y passe. Et puis, il y a l'Arsenal, une ville dans la ville, qui a longtemps donné le pouls de la cité. Le coup de canon qui lançait l'activité de l'Arsenal s'est tu depuis bien des années. Mais il reste le symbole de la culture ouvrière et de la lutte des classes depuis plus de 3 siècles.
Dans toute l'histoire des arsenaux, c'est toujours Brest qui a été de loin, en général, les premiers à démarrer les conflits et les derniers à les finir. C'est une ville bagarreuse. Quand on remonte l'histoire, on trouve dès 1709 à Brest les femmes des ouvriers de l'arsenal de l'époque qui canardent à coups de cailloux l'intendant de la ville de Brest pour réclamer du pain pour leurs gosses. En 1940, les Allemands veulent leur faire fabriquer 50 000 obus pour l'armée allemande et les ouvriers de l'arsenal refusent de le faire. Ils vont tenir 28 jours en grève, en pleine guerre. S'il y a un moment où on peut souligner la combativité des ouvriers, c'est bien là, parce que c'était pas facile quand même. C'était sûrement moins facile de faire grève en pleine guerre, sous le contrôle des Allemands. Mais ils l'ont fait. Ouais, s'ils recommencent à tirer, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je crois que les patrons vont céder. Ça fait déjà 2 mois que ça dure. Et s'ils nous tuent tous, qui va leur reconstruire cette ville? Et Édouard, il serait mort pour rien? Tiens, filme ça, toi. Et merde, pour le son, ça reprend, Désiré. Tu vois ce mur? C'est moi qui l'ai monté. Mais je bouffe pas du sable ni de la pierre, je mange du pain. Et si les patrons veulent que ce mur grandisse, eh ben, ils vont me le donner du pain et du lait pour que mes gosses, ils grandissent aussi. Ce mur, il grandira avec moi dessus ou il ne grandira pas. C'est remarquable que Chris ait mis ça en bande dessinée, parce que cette histoire, moi je la connais bien, parce que mon père a vécu ça. Il était un militant syndical des années 50, donc il a tout ça, je l'ai entendu quand j'étais petit déjà à la maison parler de tout ça, quoi. Mais le 3/4 des Brestois, sans doute, ou peut-être pas le 3/4, mais une grande partie des Brestois ont découvert cette histoire à travers la BD, comme elle est en plus très bien faite. Puis ça représente, oui, la lutte ouvrière brestoise dans son histoire, un bout de son histoire, parce qu'elle est longue. Il y a un dicton où on dit qu'une année sans grève, c'est comme un repas sans fromage. Et on disait qu'à Brest, il n'y avait pas de repas sans fromage, il n'y avait jamais une année sans grève à l'Arsenal. Moi, de 1966, où je suis arrivé au plateau des Capucins à l'Arsenal, jusqu'en 1900, au moins j'en suis sûr de ça, moi, jusqu'en 1990, je n'ai jamais connu une année sans grève. L'Arsenal est quand même le berceau du syndicalisme brestois. On rentrait à l'Arsenal, on sortait de formation, et quand on arrivait au boulot, de suite, dès qu'on arrivait, les syndicats venaient nous voir les uns après les autres pour adhérer. Et sur une promo d'apprentis, 90 apprentis, je pense que c'était à 90% facilement que quelques rares peut-être ne se syndiquaient pas, mais non, ça faisait partie de la vie d'un ouvrier de l'Arsenal. Brest, bastion de la classe ouvrière, comme de nombreuses grandes villes de province, cultive aussi sa bourgeoisie locale, faite de commerçants, de notables et d'officiers de marine. Mais il souffle sur cette ville quelque chose de différent, un rapport direct qui se libère des convenances. Ici, le beau ne saute pas aux yeux et le clinquant n'existe pas. Alors, à force d'entendre dire que la ville est laide et triste, ses habitants ont fini par y voir un enchantement particulier. C'est vrai que le cours d'Ageot fait partie du triangle d'or à Brest. Les beaux appartements, vus sur la rade. Maintenant, le cours d'Ageot, c'est une promenade sympa à faire avec ses enfants, à faire entre amis. Il y a plein de gens qui vont pique-niquer sur le cours d'Ageot pour avoir la vue sur la rade de Brest. Et en plus, qui prennent l'escalier pour descendre, à la limite, se boire un verre ou se rapprocher de la mer. Aujourd'hui, on pourrait dire que cet escalier, c'est comme le trait d'union entre le centre-ville de Brest, qui était plutôt réservé aux riverains auparavant, et à la mer, un accès direct sur la mer.
Et cet escalier a connu son heure de gloire dans un film avec Jean Gabin. L'adaptation du roman de Roger Vercel a peut-être donné naissance à ce lien indéfectible entre les Brestois et leurs remorqueurs. Il gravit les rampes et s'arrêta un instant sur le cours d'Ageot, au pied de la statue de l'Abondance, dont la corne déverse des fruits de pierre moisis par le crachin. Il alluma une cigarette. Devant lui, les arbres élevaient leur brouillard de jeune verdure. Des gamins s'enfuyaient sur des patins à roulettes. Il s'approcha du parapet et observa la rade. L'eau y était si pâle et à ce point immobile qu'on ne la distinguait plus. Les bateaux semblaient plats et posés sur une glace. Il haussa impatiemment une épaule. Avec ce calme, il attendrait longtemps une belle sortie. À Brest, on compte peu de monuments, mais des repères empreints de l'histoire locale. Quai du commandant Malbert, l'abeille en est un. Symbole du caractère bien trempé des habitants, la Bourbon est la dernière née de la longue histoire des remorqueurs de haute mer. C'est du large, de l'ouest, que viennent les coups de tabac ou les éclaircies. La mer est omniprésente dans le quotidien brestois. La rade de Brest me fascine. C'est la pénétration de la mer dans la terre. C'est aussi à travers le goulet, dans le système éolien, la pénétration du mauvais temps à l'intérieur de la terre. Quand il y a du vrai mauvais temps, la rade s'allume. Elle blanchit. C'est raide, c'est dur, puissant. Ça donne une idée de ce qui se passe dehors, mais ce ne sera jamais le mauvais temps de dehors. C'est juste une porte entr'ouverte sur l'océan en furie de l'autre côté. La porte entr'ouverte d'une cage. Les effets de cette furie, les hurlements du vent, les crêtes de la rade qui blanchissent, le clapot court qui se lève et va jusqu'au moulin blanc, ça tape, certes, mais ça ne lève pas les 10 mètres de creux qu'il y a dehors. C'est vrai. En fait, Olivier est un observateur. Il observe beaucoup, il est curieux de tout. Et il connaît très très bien la rade. Il a navigué dans tous les coins de la rade et il connaît très très bien. Et c'est vrai que c'est ça, quoi. C'est vrai qu'on sait, on est dans un abri, mais un abri qui nous protège sacrément de ce qui se passe dehors quand ça cartonne vraiment. Quand à force 10, force 8, force 10, le goulet est infranchissable et dehors ça lève une mer monstrueuse. Mais c'est ce qui fait le charme de l'endroit aussi. C'est vraiment un havre, hein. C'est un abri. La rade, c'est un endroit magnifique. Enfin, moi, il est paisible. C'est l'envie de naviguer au large qui m'a poussée à commencer par naviguer en rade. Parce qu'il faut bien débuter quelque part. Et le quelque part, pour moi, c'était l'évidence, c'était la rade. Mais je crois que l'envie de partir, elle vient effectivement de cette question que je me posais. D'où viennent les bateaux qui rentrent en rade et où ils vont quand ils quittent la rade? Il y a des moments difficiles en mer, au large, et la rade, c'est un endroit assez fermé et c'est un endroit serein, c'est un endroit paisible que j'apprécie beaucoup quand il y a un calme blanc sur la rade, qu'il y a à peine une risée et puis très très peu de vent. Tu es sur ton bateau au milieu de nulle part, qu'il n'y a pas un bruit. Tu vois les goélands, tu entends tous les sons qui se diffusent, qui passent sur l'eau. Et là, tu es le roi de la piste, c'est fantastique. Et il y a des petits matins aussi quand tu es au port de commerce, en train de boire ton café sur une terrasse de café. Pareil, ambiance, il y a l'abeille Bourbon qui est là au premier bassin, il y a la recouvrance. Pour moi, c'est des sacrés repères. Tout ça, c'est des sacrés repères.
Et c'est mon repère, c'est mon endroit, c'est la rade. Alors j'ai la chance moi d'avoir deux passions, pilote d'hélicoptère et la photo. Et j'ai survolé pas mal de pays dans le monde. Je pense que c'est Brest la ville la plus photogénique que j'ai vue, que ce soit par la mer, en hélico, etc. Ouais, il y a des couleurs, plein de couleurs. On dit Brest la blanche, bon c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand on arrive de mer, effectivement, c'est assez blanc, Brest la blanche. Mais quand on arrive du ciel ou autrement, tout dépend quelle langue on prend pour voir la ville. C'est une ville hyper colorée, hyper photogénique. Si l'on voulait en croire les mauvaises langues, Brest serait la ville la plus mouillée du monde entier. Une espèce d'enfer froid où tous les vents de l'océan s'arrangeraient pour amener les nuages de coton gris les plus chargés d'eau et les plus entêtés à dire « j'y suis, j'y reste ». Un enfer froid où les murs suinteraient perpétuellement. Un enfer froid traversé par des ombres de marins aux cirés luisants, par des porteurs de parapluies. Brest serait romantique. À la rigueur, à cause de la marine, à cause du port de guerre. Mais quel malheur d'y vivre, et comme le cœur est lourd, d'y demeurer seulement quelques jours, enfermé dans un hôtel quelconque, en écoutant les indigènes saboter sur les pavés. Naturellement, il pleut à Brest, et grâce au ciel, il fait beau à Brest tout aussi naturellement. Et quand il fait beau à Brest, le ciel est bleu, du tendre bleu des ciels bretons, toujours lavé de frais. Quel climat charmant! C'est souvent dans l'image des gens, ce climat froid, pluvieux, etc. Je pense que les Brestois aiment bien laisser penser ça. En fait, c'est pas franchement ça. C'est vrai que la météo, elle est quand même changeante ici, mais c'est ce qui en fait tout le charme de Brest, justement. Ça donne des ciels variés, colorés, noirs, gris, avec plein de couleurs, avec des jolis cumulus comme là aujourd'hui. C'est jamais fade. Donc le climat, ouais, il est carrément charmant. Quand Brest se prend les perturbations, on est les premiers à se les prendre, elles arrivent de l'Atlantique, elles ne sont pas perturbées par le relief. Donc les perturbations, elles sont comme dans un livre ici. C'est assez sympa parce que quand on fait un peu de météo, on voit les perturbes arriver et là il y a le front chaud, le front froid, le ciel de traîne, mais c'est comme dans un bouquin. Et quand la traîne arrive, on passe de la brume, un plafond bas, pas de visibilité, à d'un coup d'un seul, 50 km de visibilité, ça donne des couleurs pas possibles, du contraste, de la lumière. C'est vrai, il y a beaucoup de photographes qui photographient Brest parce que c'est canon, quoi. Ça fait au moins 20 ans que ça n'arrête pas, que les murs sont en mouvement, une perpétuelle création sur les murs. Donc on a la chance de pouvoir redécouvrir des quartiers. Ça fait 2 mois que tu n'es pas passé dans tel quartier. Il y a toujours quelque chose de nouveau à voir. Donc c'est une manière de faire vivre la rue, en même temps de donner l'opportunité à tous de s'intéresser à l'art sans être obligé de rentrer dans un musée, une galerie. Et voilà, c'est une sorte d'échange. Ça fait du bien de voir la couleur, même si on ne voit pas la couleur du soleil, au moins on peut regarder un mur et puis oublier qu'il
qui flotte ou qu'il fait un temps à pas sortir un chien dehors, tu vois. On ne vient pas à Brest pour jouir de la vie, montrer l'élégance d'une robe ou refaire du sang au soleil. Des raisons que la mer n'ignore pas conduisent hommes et femmes vers cette ville sans paquebot, sans départ. C'est ici que l'aventure se mêle au vent de la mer. Mais ce qui donne un charme incomparable et délicat à la ville, c'est qu'elle ne tourmente que l'imagination des hommes et qu'elle s'insinue perfidement, d'histoire en histoire, de souvenir en souvenir, de chanson en chanson. Peu à peu, cette ville qui n'attire pas vraiment au premier regard m'apparaît sous une autre facette. Sur le port, la fin de journée sonne le mélange des genres et des gens. Et s'il y a bien quelque chose de très important à Brest, ce sont ces lieux, ces rades, ces troquets et ces bistrots où se joue la comédie humaine. Et le soir, chez Fifi ou ailleurs, j'eus le plaisir de constater que les hiérarchies après l'heure n'avaient plus cours. Qu'autour du comptoir, le patron et le salarié, le capitaine et le matelot, l'amiral et le bleu, l'ingénieur et l'OS, le médecin et le patient cohabitaient parfaitement. Se tutoyer, mais sans mélange des genres. Juste pour parler brestois, entre brestois. Juste pour s'affranchir du protocole, à défaut de la lutte des classes. Je ne connais pas beaucoup de villes où le maire est accueilli par un « Salut François », qui n'a rien de démagogue et qui d'ailleurs ne préjuge en rien du vote de ses hôtes. Je suis étonné de ça, mais j'ai beaucoup de brassage, si c'est le mot. Je peux avoir une table avec 2 hommes d'affaires ou 2 avocats qui parlent. Et puis à côté, vous pouvez avoir deux dockers ou manutentionnaires de la CCI qui mangent en bleu de travail sur 2 tables collées. On a des familles qui viennent à 5 et puis... On peut avoir une table de 4 jeunes qui sont là, et puis à côté, vous avez 3 anciens qui viennent manger le petit cafard. Ça se mélange de... Je n'ai pas de catégorie de clients bien précis. Ouais, c'est pas des bars. Souvent, on disait sur centre-ville, certains bars, c'est un bar étudiant, c'est un bar ceci, c'est un bar cela. C'est vrai qu'au port, il y a un tel mélange qu'on ne peut pas définir. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et c'est ça l'intérêt, c'est que ça discute de tout. Et ça part des fois dans des grandes conversations, dans des délires. Ça change de place au bassin. Le numéro 2 s'appelle le numéro 3 au bout d'une heure. Il y a des grands discours. Il y a beaucoup de choses qui se refont dans les bistrots. Non, mais le lieu veut ça. C'est un lieu où on discute. Donc, et je pense que les écrivains là-dessus, ils retiennent, ils piochent certains moments de la soirée. Ils écoutent, ils discutent. Et ça se retranscrit dans leurs textes. Et les bistrots à Brest, ça fait entièrement partie de la ville. Ça fait... C'est un univers qui est comme ça. Brest, sans les bistrots, c'est pas Brest. Entrer dans un bistrot à Brest, c'est comme pénétrer dans un musée où le typique des mots tiendrait lieu de patrimoine. Le parler brestois, le parler local, n'était pas une coquetterie. C'était un hommage au peuple fier d'être peuple, décidé à rester peuple et à ce que ça se sache et que ça continue de vivre et de s'inventer. Ici, le syndicalisme n'est pas mou. Ici, la mémoire n'était pas perdue. Ville rasée, ville martyre, pas une maison vraiment debout. Brest n'avait rien oublié, rien renié. Avec ses décors iconoclastes et ses lumières qui n'en font qu'à leur tête, avec ses mouvements de va-et-vient vers le large, Brest, comme toutes les cités portuaires, a évidemment inspiré bon nombre d'auteurs de polars. Ces ports en font une ville-monde, une ville terminus et une zone d'embarquement.
Le port fait partie intégrante, complète de cette ville. Je ne sais pas si c'est la chose la plus importante. Enfin, on en a absolument besoin d'avoir de l'eau autour. Moi, je sais que quand je pars, j'ai une envie terrible de revenir à Brest très rapidement parce que la mer fait partie de mon environnement. Mais la musique, pareil, en fait, je crois. Elle est ancrée aussi fort que la mer dans cette ville. C'est puissant, quoi. Brest, la nuit, s'envenimait, paré par l'oubli, les alcools et la haine de soi, de n'être que soi. Macache baissa le son de son Spock Orchestra, snoba les quelques airs qui titubaient déjà sur les trottoirs et descendit vers le port de commerce. Le quai était désert, le port à ses grues tentaculaires, Macache les entendait grincer dans le vent de la nuit. Il évalua la silhouette du Titan cabossé sous la lune dans l'expectative. La coque du navire avait souffert, la peinture peluchée, comme d'un lainage trop bosselé pour repérer une collision récente. Pas d'âme qui vit sur le pont du cargo, relié à terre par une passerelle, un homme assis dans l'ombre gardait l'accès à bord, qui fumait une cigarette. Les Brestois sont très amoureux de la musique, ils en veulent tout le temps. On donne des concerts pratiquement 6 jours sur 7 depuis plus de 40 ans. Donc oui, il y a énormément de gens qui y sont passés. Et c'est un endroit où on ne peut pas imaginer une seconde sans musique. C'est pas possible. Enfin, musique ou en tout cas quelque chose de culturel. Ça peut être aussi du théâtre de temps en temps, pas nécessairement de la musique, mais ouais, c'est un lieu qui est complètement ancré. Les murs transpirent de son. Il y a un puits de musiciens à Brest qui est incroyable. Incroyable. Dans tous les domaines, que ce soit dans le rock, le jazz, le blues, il y a vraiment de très bons musiciens. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque. On avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que la puissance. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre par la renverse. Brest ne dort jamais tout à fait. Il y a toujours du mouvement, même au cœur de la nuit. C'est le propre d'un port. Les couche-tard et les lève-tôt se croisent, les bateaux qui entrent ou sortent de la rade aussi. Il l'avait ramassé à la sortie du bar. Il y en avait toujours 2 ou 3 dans les parages à épier le chaland. Mais celle-ci, Jeff ne la connaissait pas. Une petite brune bien en chair avec un air troussé et des yeux doux. Ils marchèrent vers la mer. Autour d'eux, le port étendait ses tentacules noirs. Jeff avait passé le bras autour de l'épaule de la fille et lui plottait le sein. Elle se serrait contre sa canadienne, cherchant la tiédeur du corps. « J'aime le froid, dit Chabert, et la pluie. J'aime l'hiver. Ici, je suis chez moi, continuait Chabert. Dès que j'ai un problème ou un coup de bourdon, j'arrive, je déambule d'un quai à l'autre. On n'est jamais seul. Il y a des bateaux, le vent, la mer, les mouettes. » Il s'arrêta. La fille pelotonnait contre lui. « T'as déjà entendu les sirènes ? » ?»« Les sirènes ? Qu'est-ce que c'est, chérie ? Dis-moi. » Il hocha la tête. « Ça se passe le dernier jour de l'année, à la fin de la dernière heure. Tous les rafios s'y mettent, à la même minute. Des gros tankers aux plus modestes mouille-culs
tous ensemble, ils chantent. Il y a des lumières partout, des guirlandes de lumière qui brûlent sur l'eau comme des soleils. C'est beau. Tu comprends ? D'après tous les Brestois à qui j'ai posé la question, il n'y a jamais eu de sirènes de bateau qui toutes ensemble offrent un récital à la mer. Et alors ? C'est bien la preuve qu'avec les livres, tout est envisageable, même ce qui n'existe pas.